Et maintenant, on accueille Claire Guyot, ici présente au centre. Bonsoir. On va parler de son travail de doublage, puisque Claire Guyot, vous êtes ici en tant que voix de Buffy. Vous êtes la doubleuse française de Sarah Michelle Gellar, et donc du personnage de Buffy. Et puis en plus de Sarah Michelle Gellar, vous êtes doubleuse de nombreuses autres comédiennes. Je vais en citer juste quelques-unes. Il y a Winona Ryder, par exemple dans Édouard Romain d'Argent, dans Dracula, ou plus récemment dans la série Stranger Things. Aussi de Terry Hatcher, et notamment dans la série Desperate Housewives. Et puis aussi pour des films d'animation, je pense là à La Petite Sirène de Walt Disney évidemment, mais d'autres également. Et puis vous n'êtes pas que doubleuse puisque vous êtes comédienne, vous êtes aussi chanteuse. Vous avez joué le premier rôle dans la comédie musicale Mamma Mia, donc ça c'était au Théâtre du Mogador en 2010 pour le personnage donc, de Donna Sheridan. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on est là surtout pour votre travail de doublage. Alors moi je suis néophyte en matière de Buffy, je préfère le dire tout de suite, j'étais plus... Moi aussi. J'étais plus X-Files à l'époque. En revanche, on ne peut que s'incliner devant le travail de Madame Guyot en tant que doubleuse. J'ai fait un petit laïus et j'ai envie de vous le dire parce que ça me fait plaisir. Donc en préambule, voilà ce que je considère du travail de Madame Guyot. Être doubleuse, c'est faire preuve d'invisibilité tout en se fondant dans un personnage, sa démarche, ses mimiques, par le biais d'une tessiture vocale spécifique. C'est un rapport schizophrénique puisque l'on reconnaît la voix de la doubleuse tout en l'oubliant au profit de l'actrice doublée. C'est un équilibre fragile selon les désirs du réalisateur et les enjeux du scénario. C'est aussi trouver l'émotion instantanément et le ton juste à la demande et autant de fois que nécessaire. Ceci sans oublier une diction parfaite où le sens des dialogues n'est jamais perdu. C'est selon moi de la haute voltige. De surcroît, vous êtes comédienne, actrice, chanteuse, metteur en scène. Excusez-moi du peu, c'est assez fascinant. Voilà, donc on est très très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Lisa, tu lances la première question. Oui, pour commencer tout simplement, vous voulez savoir, connaître un peu votre parcours, comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire du doublage, comment est-ce que vous êtes professionnalisé dans le doublage, et aussi quel a été votre premier rôle voix. Mon premier rôle voix. Eh bien, moi, je suis comédienne à la base, donc j'ai suivi un cursus tout à fait classique. J'ai fait l'école Jean Périmoni à l'époque, donc 3 ans chez Péri, on l'appelait comme ça à l'époque. Voilà. Ensuite, j'ai fait aussi un travail au Studio des Variétés en tant que chanteuse parallèlement, pendant 3 ans aussi. Voilà. Après, j'ai tenté la Rue Blanche que j'ai échoué. Mais en sortant de chez Péri, j'ai été tout de suite engagée dans une troupe de théâtre et je me suis mise à faire énormément de théâtre. Donc mes premiers pas, je dirais, c'est le théâtre. Ma première passion, c'est le théâtre. Après, j'ai fait aussi beaucoup de montage cinéma en tant que technicienne, donc monteuse, pour pouvoir gagner ma vie, car à l'époque, c'était très compliqué de gagner sa vie au théâtre. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et en faisant du montage, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Jacqueline Porel, qui était une immense personne, une immense dame du doublage, et qui m'a mis le pied à l'étrier, voilà, sur mon premier doublage. C'était dans... ça va me revenir, pardonnez-moi... j'avais une toute petite phrase, une petite ambiance... Oh, flûte, La Servante écarlate, voilà, de Schoendorf, le film. Voilà, et j'avais très peu de choses, hein. J'avais 15 mots peut-être, voilà. Et voilà comment j'ai commencé à travailler dans le doublage. Et ensuite, vous avez commencé à avoir des plus gros rôles par la suite? Alors assez rapidement, en fait, le fait d'être comédienne, pour faire du doublage, il faut être comédien. Donc je l'étais puisque j'avais ma formation et que je faisais déjà du théâtre. Et il faut être synchrone, c'est-à-dire avoir une technique qui est propre au doublage, qui est de devoir parler, je vous l'expliquerai peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure, à un moment précis pour que le spectateur ait la sensation évidemment que les ouvertures de bouche sont les mêmes que lorsqu'on entend la voix française. Et ça, moi, je montais
du son sur de l'image en faisant du montage. Donc j'avais les deux cartes en main très rapidement. Et par conséquent, j'ai eu la chance de démarrer très rapidement dans ce métier, d'autant que Jacqueline m'a fait travailler donc sur ce film de Schondorf, La Servante écarlate, et qu'elle m'a ouvert les portes derrière ce film en distribuant mon téléphone à toute la profession. Et du coup, en 3 mois, tout le monde m'appelait. Et assez rapidement, j'ai eu des rôles assez conséquents jusqu'à La Petite Sirène, qui a fait que là, ça a vraiment décollé à partir de 89. C'était une des questions que je voulais vous poser justement parce que quand on ne connaît rien au doublage, ça paraît complètement fou et très compliqué de réussir à synchroniser sa propre voix sur les lèvres de quelqu'un d'autre. Pour vous, ça a été assez facile en fait. Alors pour moi, c'était assez facile pour les raisons que je viens d'évoquer. Après, il y a un travail qui est effectué en amont, bien évidemment. Nous, les acteurs, on n'arrive pas avec une image et on doit dire un texte qu'on ne connaît pas sur de l'image comme ça. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle une détection, c'est-à-dire une personne qui a relevé les ouvertures et fermetures de bouche de chaque acteur originaux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une adaptation. Donc, la détection est donnée à un adaptateur qui va prendre le texte, on va dire américain, de manière à 80%, mais ça peut être de n'importe quelle nationalité, bien évidemment, et de faire une traduction, mais c'est plus une adaptation, puisqu'il va traduire, mais aussi se débrouiller pour mettre toutes les fermetures de bouche aux bons endroits, de manière à ce qu'on ait la sensation quand même que l'acteur qui parle en français. Bon, je mets tout ça entre guillemets, parce qu'évidemment, ce qu'il y a de plus synchrone, c'est quand même la langue avec laquelle l'acteur s'exprime. Mais bon, on essaye quand même d'adapter les textes au plus proche des fermetures de bouche. Ensuite, nous, acteurs, nous intervenons et évidemment, ce travail en amont est mis sur ce qu'on appelle une bande rythmo. C'est une bande qui défile, vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, bon voilà, une bande qui défile avec une barre et au moment où le texte passe sur la barre, c'est à ce moment-là que l'acteur doit le dire. Donc en fait, nous, on lit en même temps qu'on va jouer, et on a eu le modèle original avant, que nous avons regardé pour la situation dramaturgique, les sentiments, l'émotionnel, qu'est-ce que l'acteur doit y mettre. C'est pour ça que c'est extrêmement important que les personnes qui font du doublage soient acteurs. Voilà, ça ne peut pas être... c'est pas un métier de voix. Les gens disent souvent, vous faites de la voix... non, on est acteur et c'est une partie de notre profession. Et je vais juste, sans vouloir du tout vexer qui que ce soit, corriger le mot doubleur et doubleuse. En fait, nous ne sommes pas des doubleurs. Les doubleurs, ce sont les sociétés qui nous emploient. Nous sommes des acteurs qui faisons du doublage. Voilà. Justement, on a pu s'entretenir tout à l'heure. Vous avez une empreinte vocale. Je dirais que vous avez une empreinte vocale. Ce qui est fou, c'est que on sait que c'est vous qui interprétez Terry Hatcher ou Sarah Michelle Gellar, et en même temps, tout s'efface. C'est-à-dire que la grande force de votre voix, c'est qu'on vous reconnaît, bien entendu, comme d'autres acteurs ou d'autres actrices connus. Je pense à Micheline Dax ou Richard Darbois, qui sont reconnaissables à coup sûr, mais où ça se joue. Je pense que vous ne doublez pas Sarah Michelle Gellar comme vous doublez Terry Hatcher. Vous me parliez de votre passion pour Terry Hatcher. Où ça se situe? Est-ce qu'il y a un travail sur la tessiture, sur la tonicité, sur la respiration? Je pense que la respiration doit être encore plus importante pour les films d'animation, par exemple. Où ça se situe? En fait, on a un modèle. Nous, on recrée. Alors, on a une part de création, bien sûr, mais on recrée quand même derrière un modèle. Donc, les actrices ou les acteurs que nous doublons ont leur personnalité. Les personnages, les rôles sont écrits. Donc, bien évidemment, je ne vais pas ressentir, moi, en tant que comédienne, la même chose si je double Buffy, qui va se battre, qui va être toute jeunette, qui va être dans un lycée, ou si je double Marraine la Bonne Fée, qui fait 150 kilos, avec ses petites ailes dans le dos, et qui est extrêmement snob, et qui est quand même une femme qui pourrait avoir une quarantaine ou cinquantaine d'années. Donc, moi, en tant que comédienne, je vais
me fondre dans ce que je vois, dans ce que je ressens du rôle. Et en effet, ça se fait assez naturellement. Il y a une espèce d'osmose, je ne sais pas comment dire, on s'imprègne un petit peu de ce qu'on voit, et la voix X, VEX, se fond à l'intérieur de la vision du personnage et de ce qu'il y a à jouer. Dans les dessins animés, en effet, souvent c'est un tout petit peu plus caricatural. Ça dépend, hein, si on fait du Miyazaki, non, mais si on fait du gros manga, oui. Donc on a tendance à ce qu'on appelle surjouer un petit peu plus, donc y aller un petit peu plus en puissance, en force, en énergie. Après, si moi je double un film d'époque, je vais probablement faire aucune élision. Je vais certainement faire beaucoup de liaisons, voire toutes les liaisons. Par contre, si je double un Spike Lee et que c'est une petite de la rue, eh ben, je vais parler comme dans la rue, quoi. Et puis voilà. Mais ça, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est vraiment un métier d'acteur. C'est qu'il y a une construction de rôle et que cette construction, elle est extrêmement importante, mais elle est déjà tournée. Donc on a un modèle. Et ce modèle va nous influencer dans notre travail. J'ai une dernière question concernant ceci. Dans les valeurs de la famille Addams, vous incarnez Mercredi et votre voix est totalement méconnaissable. Mais vraiment, comment vous avez fait? Je n'en sais rien. Mais non, mais c'est vrai, j'en sais rien. Il y a des gens qui me disent « Ah, c'est fou, sur Marraine la Bonne Fée, je t'ai reconnue au bout de, je sais pas, 1 heure de film, alors que je te connais pas. » Mon ex-mari, qui fait Spike d'ailleurs, Serge, qui me connaît par cœur, me disait « Mais c'est dingue, je te reconnaissais pas. » Bon, je sais pas, je pense aussi qu'on a une image, vous avez une image en face de vous. Donc, ça déforme aussi. La voix, c'est la mienne. Je pense que si vous fermiez les yeux, Mercredi, vous me reconnaîtriez mieux. C'est parce qu'il y a Mercredi en face de vous, parce qu'il y a Marraine la Bonne Fée, parce qu'il y a Buffy, que vous avez les yeux ouverts et que vous avez l'image qui va d'abord primer. Et ensuite, il y a la voix dessus. Alors bien sûr, sur Ariel, je m'allège quand on me demande encore aujourd'hui, et je n'ai plus tout à fait l'âge du rôle, d'aller faire quelques petits raccords sur Mademoiselle Ariel, je suis obligée de m'alléger un peu. Donc je ne vais pas prendre la voix avec laquelle je vous parle, qui est plus la voix que vous pouvez reconnaître sur Terry Hatcher. Bon, voilà. Je vais plus la prendre un petit peu plus légère, et puis bon, voilà, je vais m'alléger, forcément, parce qu'elle a 16 ans et que j'en ai 17. Donc voilà. Bah oui. Vous êtes extrêmement mal poli. Et pour construire la voix d'un personnage, ça se passe comment? Est-ce que vous venez avec des propositions parce qu'on vous a déjà donné une fiche du personnage? Déjà, il y a un casting. Et puis ensuite, vous faites des propositions, il y a quelqu'un en face qui vous dit « Ah non, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça ». On a un directeur artistique, et fort heureusement, parce qu'un acteur sans directeur n'est pas un acteur. On a besoin d'être dirigé, qu'importe le métier qu'on a et les années de métier qu'on peut avoir, on a vraiment, vraiment besoin d'être dirigé, que ce soit un metteur en scène, un réalisateur ou un directeur artistique en doublage. Donc oui, on fait des propositions, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de chance, ça fait 40 ans que je fais ce métier, mon Dieu. Donc, depuis 40 ans, je commence à avoir un peu de bouteille, hein, parce que 4 décennies, quand même, ça compte. Donc, oui, je suis forte de propositions, bien évidemment, aujourd'hui, et je l'étais moins il y a 30 ans. Souvent, on me demande de faire des propositions, on me demande de créer des choses, et par rapport à ma sensibilité, par rapport à ce que je reçois de ce qui a été tourné, et de ce que les acteurs ou le dessin animé m'inspirent, je fais une proposition vocale. Et après, en effet, le directeur artistique valide ou pas. Et c'est lui qui aura le final cut et qui va dire « Ah, ça j'aime bien » ou « Ah, c'est trop lourd, c'est trop léger, c'est trop sophistiqué, c'est trop populaire. » Voilà. Et là, on travaille comme on travaille au théâtre, comme on travaille au cinéma quand on tourne. C'est pareil. En fait, c'est le même métier. On a juste en doublage cette technique qui est la technique de la synchro,
dont on ne peut se départir, mais tout comme au cinéma, quand on tourne, on a aussi beaucoup de techniques. Un cadre, c'est un cadre, on a des scotch au sol, il faut se mettre à un certain endroit sans regarder où est le scotch, c'est des techniques aussi. Au théâtre, on a une technique aussi. Voilà, les techniques sont différentes, mais c'est le même métier. La question qui fâche, est-ce que, en tant qu'actrice, vous avez une éthique? C'est-à-dire par rapport à un texte que vous avez sous les yeux, vous jugez que ça colle pas, quelque chose qui va pas, qui ne doit pas se dire, ou pas comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire non, là je peux pas, ou ça, stop, non? Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis un petit peu une grande gueule. Je n'aime pas qu'on se moque du public, je n'aime pas qu'on fasse des doublages qui ne ressemblent à rien. Je n'aime pas que ça ne respecte pas l'œuvre du réalisateur ou de la réalisatrice qui a créé l'œuvre. Donc oui, quand ça respecte pas, je dis les choses. Et je l'ai dit depuis longtemps, depuis fort longtemps d'ailleurs. Mais ça fait partie de ma personnalité. Moi, j'aime respecter une œuvre et j'aime aussi que le public soit respecté. Donc, j'aime le respect de manière générale. Donc, si tout d'un coup c'est à côté, pour moi c'est pas possible. Après, on se tutoie ? Allez, tu parles d'éthique. Alors là, c'est autre chose. Quand on accepte de participer à une œuvre, si j'accepte, moi, en tant que comédienne, j'accepte l'œuvre. Je peux pas aller contre. Et si tout d'un coup je me rends compte que ça véhicule des propos qui sont pour moi compliqués à défendre, qui sont contre ma nature, contre ce que je pense du monde, contre ce que je pense de l'humanité, si j'ai accepté de défendre cette œuvre-là, eh ben je le fais. Voilà. Par contre, si on me propose une œuvre et qui va vraiment à l'encontre, et que je le sais en amont, qui va vraiment à l'encontre de mon éthique personnelle, de ce que je considère de ce monde, alors je m'octroie le droit tout de même de dire non, ce qui m'est arrivé pas mal de fois dans ma vie, de ne pas vouloir défendre certaines choses, certains engagements politiques, certains engagements contre les femmes, qui prônent la violence gratuite, tout ça, j'ai pas envie de le cautionner, mais encore faut-il que je le sache en amont. Quand je ne le sais pas et que je me retrouve confrontée à ça et que j'ai dit oui sur l'œuvre, je m'enregistre. On parlait, Lisa, excuse-moi, on parlait justement tous les deux de pour remettre les choses dans leur contexte, de certains dialogues, certaines voix qui maintenant pourraient paraître racistes. Est-ce que tu as vu l'évolution du métier d'actrice dans le doublage de ce point de vue-là? Oui, pas forcément toujours dans le bon sens. J'ai vu des très belles évolutions dans ce métier, des belles prises de position. Les codes, on en parlait tout à l'heure, tous les deux, les codes ont beaucoup changé dans l'expression artistique du cinéma, qu'importe le pays d'ailleurs, je trouve, ce qui est étonnant, car dans chaque pays, vraiment, les choses ne sont pas du tout vues ou entrevues de la même manière, hein, que ce soit par rapport à la géopolitique, par rapport aux femmes, aux hommes, à l'égalité, on le sait, ça. Mais ça évolue quand même beaucoup dans toute forme de cinéma. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'exprimer aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le pense qui sont censurées. Et il y a aussi, pour cette question d'intégration et de vouloir à tout prix mettre tous les genres, etc., des choses formidables qui ont été faites, et en ce moment, beaucoup d'abus aussi. Donc, je suis très partagée quant à la manière dont le cinéma évolue et dont les séries évoluent aujourd'hui. Et quand vous parlez de beaucoup d'abus, vous pouvez nous donner un exemple ? Est-ce que je peux te donner un exemple précis ? Je peux te donner des exemples dans notre profession quand tout d'un coup on doit... je suis aussi directrice artistique, donc je convoque des acteurs. Et quand par exemple il y a à l'image un trans, par exemple, on nous demande d'appeler un acteur trans. Bon.
S'il y a un homosexuel, on va nous demander d'appeler un homosexuel. Voilà. Et après, on fait des appartenances comme ça. Ce qui, pour moi, est totalement aberrant, parce que ça veut dire que les acteurs trans, qui existent, hein, on pourra les mettre donc que sur les acteurs trans. Donc ça va réduire considérablement le travail de ces pauvres personnes qui sont des acteurs. Maintenant, si la bonne personne sur un acteur trans, c'est un autre acteur qui n'est pas trans, et si c'est la bonne personne pour ce rôle, pourquoi et de quel droit j'irais demander les appartenances religieuses, politiques, parce que c'est ça aussi. On nous demande aussi de plus en plus. C'est aussi complètement l'intimité de la personne là qui est mise en question. Exactement. Et puis aussi, c'est une méconnaissance absolue de notre métier. C'est-à-dire que on peut. La preuve, vous voyez, ce qu'on double. Si moi je ne doublais que des femmes qui me ressemblent et qui sont liées à ma personnalité, j'en doublerais pas beaucoup. Hein. Donc l'acteur, c'est pas ça. L'acteur, c'est celui qui va justement aller chercher à l'intérieur de lui tout un tas de couleurs, de palettes, modifier à l'intérieur de lui des choses qui lui appartiennent pour pouvoir recréer quelque chose et pour pouvoir vous faire rêver derrière. C'est ça un acteur. Donc de demander à un acteur juif d'aller doubler un juif parce qu'il va savoir comment faire pour doubler un juif, c'est une méconnaissance absolue de notre métier, absolue. Et en plus, c'est extrêmement déplacé et très... moi, je trouve ça très, très incorrect de demander les appartenances sexuelles, politiques, religieuses. A priori, c'est interdit dans le milieu du travail. Absolument, absolument. Mais je peux te dire que ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans notre profession. Alors moi, je me bats beaucoup pour ça. Voilà. Sauf si c'est justifié. Ça peut être justifié parfois. Mais une voix très particulière, où il faut aller chercher quelque chose de très particulier. Et encore, moi, quand je fais un casting, je me préoccupe de savoir qu'est-ce que c'est que le rôle, qu'est-ce que l'acteur a joué. Et donc, je vais chercher l'équivalent en français chez mes camarades acteurs pour retrouver cette particularité, la possibilité de l'acteur de jouer ça. Parce que tous les acteurs ne peuvent pas tout jouer. Donc, et nous, on est censé, directeur artistique, le savoir. Donc, on essaye d'employer les gens aux bons endroits. Donc, voilà. Et en rejoignant ce que disait Sylvain tout à l'heure sur l'éthique du comédien-voix, est-ce qu'on peut avoir son mot à dire sur la manière dont est traduit le texte? Oui, là je reviens un peu en amont, mais est-ce que c'était le cas dans Buffy contre les vampires où il y avait des moments où la traduction ne collait pas forcément Oui, il y a toujours une discussion sur le plateau entre le directeur artistique et les comédiens sur l'adaptation. Ce qui est formidable, c'est quand l'adaptateur vient. Ça, c'est super, parce que du coup, on est trois. On est les trois postes à pouvoir discuter du texte. Il est extrêmement rare qu'on fasse un doublage sans toucher une virgule du texte qui a été adapté. C'est très rare. Sauf quand ça a été... Parce qu'en amont, c'est vérifié par souvent les clients. C'est les clients qui sont rois. Donc, parfois, on nous oblige à enregistrer mot pour mot ce qui a été écrit sur la rythmo. Ce qui parfois est terrible parce que ça peut ne pas être bien et c'est très dommage qu'on puisse pas discuter de ça. Mais très souvent, en doublage, on discute et on se dit non, ça colle pas. Et puis, pour plus spécifiquement sur Buffy, puisque tu poses la question, à force de rentrer dans une série, et là il y a quand même beaucoup de saisons, nous on s'approprie les rôles, on est un peu plus chez nous, à force d'enregistrer des épisodes. Moi, Sarah Michelle Gellar, je commençais à la connaître par cœur, Buffy, je la connaissais par cœur, et voilà, quand je voyais arriver l'épisode et que j'avais enregistré le rôle, je me sentais de plus en plus dans mes chaussons parce que ça m'appartenait, il y avait une part de moi qui vivait à l'intérieur de ça.
Donc il y a des façons de parler aussi, on y met notre petite façon de s'exprimer, notre personnalité d'acteur. J'ai forcément mis un peu de moi dans Buffy. Donc de temps en temps, je regardais des phrases passées sur la rythmo et je disais « Oh, tu crois pas que là, Buffy, il faudrait qu'elle dise ça plutôt que ça, c'est plus Buffy ça ». Bon voilà. Et généralement, ça fonctionne parce qu'on a l'habitude, on les connaît bien, nos rôles. Donc voilà, donc oui, on change, mais on essaye de respecter quand même le travail de l'adaptateur au mieux, si c'est bien adapté, et quand ça l'est moins, on peut de temps en temps y mettre très largement notre grain de sel. Mais là, du coup, c'est plus sur la personnalité du personnage que sur la qualité de la traduction. Non, ça peut être aussi sur la qualité de la traduction. Il peut y avoir des contresens terribles. On voit arriver quelque chose sur la rythmo et on dit mais c'est pas du tout ce qui s'est dit en anglais, c'est exactement l'inverse. Donc on peut corriger et puis parfois on laisse passer des choses et puis parfois on n'a pas le droit d'y toucher si c'est vérifié. Et là, quand c'est le cas, c'est très très compliqué parce que on n'a pas forcément des Shakespeare en face de nous et waouh, parfois c'est dur. Hein. Je posais cette question sur Buffy spécifiquement parce que y a un gros travail sur les dialogues avec beaucoup de jeux de mots. Alors moi je préfère la VF en plus parce que j'ai connu avec la VF et je suis restée à la VF, donc pour moi Buffy c'est toi. Mais c'est quand même connu que la plupart des fans normalement préfèrent la VO parce qu'il y a un tel travail sur la langue avec beaucoup de jeux de mots qui sont difficilement traduisibles que je pense que bon, ça a quand même été très déformé quand c'est passé à la nominette du français. Fabien et Marion, si vous avez des questions à un moment sur Buffy ou sur complètement autre chose, n'hésitez pas. Vous faites si. Ok. Par exemple, sur cette question-là, oui, je me demande si vous avez un souvenir d'un dialogue comme ça, ou d'une blague, d'un dialogue où vous avez dit ah non, c'est pas du tout ce que voulait dire la blague en anglais, parce que c'est vrai qu'effectivement il y a vraiment plein de jeux de mots, il y a un langage adolescent particulier dans Buffy qui fait que quand on découvre la version originale et quand on voit ce qui a été fait en VF, des fois il y a vraiment un gros décalage, c'est pas facile à traduire. En fait, moi personnellement, je suis pas très très forte en anglais, je dois le reconnaître, donc les jeux de mots anglais, je les ai pas. J'ai souvent pas les refs, donc je suis assez mauvaise moi pour faire évoluer ça en tant que comédienne. Après, je trouve que c'est de la responsabilité des adaptateurs d'essayer de traduire au mieux. Il y a des choses difficiles à traduire aussi. Alors sur Buffy spécifiquement, je peux pas trop donner de références parce que d'abord ça date. Hein. Pardon, mais si, je vous jure. Ouais, mais non, mais c'est vrai, c'est loin quand même. Donc comme ça, en plus, moi je travaille quasiment tous les jours, donc c'est vrai que Buffy c'est quand même assez loin. Mais c'est compliqué. On n'a pas forcément le même humour d'un pays à un autre. Un film américain avec un humour complètement new-yorkais, c'est intraduisible pour nous. C'est vraiment compliqué. Hein. Et les adaptateurs ont un peu du fil à retordre de temps en temps pour pouvoir faire des bonnes adaptations. Je suis d'accord, je pense que sur Buffy, il aurait pu y avoir des adaptations bien plus soutenues et plus adaptées à un langage adolescent. Mais bon, moi j'aime bien la VF quand même. Oui, on est d'accord. Et est-ce que tu as un épisode préféré de Buffy, alors que ce soit juste en tant qu'épisode au niveau du scénario ou un épisode que tu as préféré doubler? Moi j'ai adoré doubler le musical parce que je suis chanteuse aussi et que c'était chouette de pouvoir, sur cette série, je m'y attendais pas du tout, pouvoir faire les deux. Après, c'est pas le meilleur, loin de là, mais Pardon ? Mais c'est pas le meilleur, je pense, de toutes les saisons, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le doubler pour cette raison-là. Après, moi j'aimais beaucoup, c'est pas tellement un épisode en particulier, mais j'aimais beaucoup le rapport entre Buffy et Spike.
J'ai adoré travailler d'abord avec Serge, qui était à l'époque mon mari. On a divorcé pendant la série, donc ça a été très chaud. C'était très étrange parce que c'était un petit peu la quatrième dimension, c'est-à-dire qu'on vivait dans nos vies privées. L'inverse. L'inverse ou la même chose que ce qu'on avait à doubler. Et on était tous les deux tout le temps ensemble, collés, au micro, en plein divorce. Et c'était incroyable, extraordinaire à la fois, mais complètement invraisemblable quand même de vivre ça avec son partenaire. Alors après, ça arrive, hein, on peut même jouer au théâtre, s'embrasser et être en plein divorce, hein, ça arrive, c'est notre métier. Hein, mais il y avait des moments très chauds entre tous les deux là. Waouh! Et on était en train de se bastonner dans la vie. Et on se regardait avec complicité parce qu'on est quand même acteurs tous les deux. Et on se disait, on se disait au revoir à la fin de la journée en se disant bon, à demain. Mais c'était un petit peu particulier. Mais j'ai adoré ces moments-là. C'est pour ça que je dis l'inverse, parce qu'au départ, dans la saison 2, ils sont ennemis et ils se détestent. Et puis bon, voilà, ça a croisé. À ce niveau-là, ça a croisé, ouais, tout à fait. Et vous avez une anecdote particulière à raconter sur ces tournages, enfin ces doublages de la série ou... À l'époque, c'était super parce qu'on enregistrait tous ensemble quasiment. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Serge, donc Spike, avec Patrick qui faisait Angel, avec Nicolas Marié qui faisait Giles, et puis avec les filles. Donc, et on se retrouvait à 5, 6, 7 dans le studio, 7 acteurs, ce qui n'arrive plus aujourd'hui. D'abord, il y a eu le Covid qui est passé par là, donc on enregistrait tout seul. Ce qui est vraiment improbable pour nous les acteurs, parce que nous on a besoin de répliques, on a besoin de l'énergie de l'autre, mais à l'époque de Buffy on était vraiment tous ensemble, donc il nous arrivait très souvent d'être 7, 8 acteurs sur le plateau. Donc c'était formidable parce qu'il y avait une espèce d'émulation, on attendait beaucoup. Alors moi moins, puisque j'avais le rôle principal, donc j'étais souvent à la barre, mais quand même, on laissait place aux camarades, on regardait les camarades travailler. Il y avait une espèce d'esprit de troupe, un peu comme au théâtre, qu'on a hélas beaucoup moins aujourd'hui. Donc c'était une époque formidable, cette époque où j'ai doublé Buffy, ou je sais pas, Lois et Clark, les aventures de Superman, juste après, bon voilà, ou à peu près en même temps. C'était vraiment une époque où on était très nombreux sur le plateau et on pouvait faire notre métier ensemble. Et ça, c'était vraiment chouette. Et par la suite, vous avez eu l'occasion de recroiser les doubleurs de la série sur d'autres tournages et de jouer d'autres rôles avec eux. Oui, bien sûr. C'est pas quelque chose d'étrange? Alors, tout de suite derrière une série, si, on a... Alors, d'abord, c'est très triste de finir une série, surtout quand on y est attaché, ce qui était le cas pour Buffy. On était tous très attachés à cette série. Il y a beaucoup de S et de che. Tu me parlais de l'addiction, là, il va falloir que je fasse un effort. On y était tous très très attachés. Et puis, quand ça s'est arrêté, on était malheureux parce que, à nouveau, comme je le disais juste avant, on était tous ensemble. Donc, c'est comme une expérience de théâtre, mais sur 7-8 ans. Donc, tout s'arrête et on va peut-être pas tous se revoir. En tout cas, pas tous ensemble, ça c'est clair. Après, on se retrouve et alors souvent au début, on parle de notre série. Ah bah oui, mais sur Buffy, ah bah oui, mais sur Buffy. Et puis après, voilà, les vies font que voilà, je retrouve Nicolas marié par exemple sur quelque chose d'autre, ou je le dirige en tant qu'acteur si je change de casquette. Et puis après, je réenregistre avec Serge. Enfin bon, voilà. Donc ouais. Et tu réalises à quel point c'est iconique d'avoir été et d'être encore aujourd'hui Buffy pour tous les Français, quand même. On l'a découvert avec la trilogie du samedi soir sur M6, et puis, même quand on regarde aujourd'hui la VO, je pense que quand même la VF reste pour ça. Pas complètement. Et oui et non. C'est-à-dire non dans le sens où... je suis encore, mais peut-être que c'est ma naïveté de clown à l'intérieur de moi qui dit ça, j'en sais rien, mais je suis toujours très étonnée de voir les gens
complètement heureux ou fier de me rencontrer. Ça m'épate toujours. Enfin, je suis fière, j'ai un ego, hein, donc voilà, ça me flatte et je suis très touchée, mais je suis toujours un peu étonnée. Et en même temps, je vois l'impact aujourd'hui. Je suis encore appelée sur des conventions. Je vais encore en faire une en avril, là, sur Buffy, avec la distance de la fin de cette série, pour moi, d'enregistrement. Donc je me rends compte de l'impact, comme La Petite Sirène d'ailleurs. Enfin, La Petite Sirène, je l'ai enregistrée en 89, et quand je vais faire des conventions et que je vois arriver des petites mômes habillées en Ariel et qui me tombent dans les bras et qui pleurent pendant 10 minutes, je vous assure que je sais pas quoi faire, quoi. Et ça me touche, et en même temps ça m'étonne, et je peux comprendre. Mais voilà, donc c'est oui et non que voilà, je suis toujours un peu épatée, et en même temps je me dis quand même que cette série, tout comme La Petite Sirène que je citais avant, ou même Stranger Things ou des choses comme ça, c'est vrai que ça a des tels impacts auprès du public que je comprends aussi ça. Tu as joué Buffy, mais à mon sens, tu es une vampire. Parce que pour l'éternité, tu seras Buffy. C'est ça qui est incroyable de se dire. Yes. Non mais c'est fou. Ça doit être complètement. Là c'est la petite parenthèse. On parlait tout à l'heure d'Alien 4. La chaude coq à l'âne, mais tu as dit dans une interview que tu avais vu le personnage de Sarah Michael Gellar évoluer avec Sex Intention, qui était autre chose que Buffy, idem pour Winona Ryder. J'ai lu que Joss Whedon avait écrit Alien 4, c'est la question que je t'avais posée tout à l'heure, mais je la répète. Et Jeunet a choisi pour incarner Winona Ryder. Est-ce qu'il y a un cercle magique vertueux autour de ça, ou pas du tout? Non. C'est un pur hasard, à moins que Jean-Pierre ne m'ait pas dit la vérité. Mais quand j'ai passé le casting, puisqu'on a été 3 à être proposés sur Winona Ryder, malgré le fait que je la double tout le temps, il avait demandé des essais, et Jean-Pierre Jeunet ne me connaissait pas. Il m'a choisi par le timbre de voix et ma personnalité sur ce film, et quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler, puisque j'ai travaillé 6 jours avec lui, Jean-Pierre m'a dit, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être avec Winona. C'est-à-dire que, en plus j'avais les cheveux tout courts à l'époque, je lui ressemblais un peu, du coup, et il me disait, mais c'est dingue, vous avez la même façon d'être, la même façon de réagir, de parler, de vous exprimer, j'ai l'impression d'être avec elle en français. Et il me dit, je suis pas étonnée de t'avoir choisi. Donc je pense que réellement, ça n'a pas un rapport avec Joss Whedon, je pense pas. Après, ça a été extrêmement agréable de travailler avec Jean-Pierre, et c'était très agréable aussi d'avoir un réalisateur français qui a sa vision française de l'acteur. Je sais pas comment vous dire. J'ai travaillé avec ce réal qui avait donc dirigé cette comédienne américaine, et il me dirigeait comme si c'était moi qui avais tourné le film. Et c'était extrêmement plaisant. Quand tu doubles... Pardon, tu voulais... Excuse-moi. Et quand tu doubles Sarah Michael Gellar, quand tu incarnes Winona Ryder, quand tu es face à l'écran, où ça se situe? Est-ce qu'il y a une posture, une tension, une tonicité de la voix? Comment tu l'envisages? Oui, je pense que si on me filmait en train de doubler ces 2 comédiennes, j'ai pas la même posture. Moi, je suis quelqu'un de très corporel. J'entends par là que l'acteur doit être corporel. Ça, tout part du corps. Et même en doublage, pourtant on n'y met que notre voix, c'est un travail entier avec notre corps et notre émotionnel, parce que notre émotionnel est porté par notre corps, c'est notre véhicule terrestre, et que voilà, le corps va exprimer avant toute chose ce que nous ressentons. Donc quand je vois une scène, je sais que je l'appréhende dans le corps, c'est évident. Donc comme ce sont 2 comédiennes différentes, ou comme ce sont des personnages différents, forcément
que le corps n'exprime pas la même chose. Donc moi, mon corps ne va pas exprimer la même chose, ne va pas se mettre dans la même posture. Donc probablement aussi que la voix va suivre, mon émotionnel va suivre. Je vais pas être aux mêmes endroits. Voilà, c'est un métier vraiment passionnant. Enfin, moi, je suis très passionnée par ce métier parce que on parle vraiment des acteurs. Et moi qui forme aussi beaucoup de comédiens, que ce soit au théâtre, mais aussi en doublage, je leur montre à quel point c'est pareil. En fait, nous parlons exactement du même métier. Ça part du même endroit. C'est le métier de l'acteur. C'est l'endroit de l'acteur. C'est ce joyau qu'on est censé cultiver à l'intérieur de notre cœur, qui est porté par notre corps et qui va s'exprimer. Et la relation que vous développez avec les comédiennes dont vous faites les voix, ça doit être assez étrange parce que vous devez les connaître par cœur au bout d'un moment après avoir doublé soit toute une série comme c'était le cas de Buffy cette saison, soit disons Terry Hatcher, avoir fait des séries et des films avec elle. Enfin, au bout d'un moment, vous devez connaître leur mimique, leur jeu, vous devez vous sentir très très proche d'elles sans directement les connaître. Oui, c'est très juste. Après, on a des affinités. Oui, et justement, je voulais vous demander aussi, voilà, il y en a dont vous vous sentez plus proche que d'autres. Comment ça se passe ? Oui. Alors, quand on double une comédienne tout le temps, c'est vrai qu'on finit par vraiment la connaître parce qu'on rentre dans ces mécanismes de jeu. Donc oui, en effet, les comédiennes dites attitrées, voilà, on appelle ça comme ça. Généralement, c'est moi qu'on appelle sur ces comédiennes-là. C'est très très rare quand on ne m'appelle pas. Comme je les connais bien, je me sens de plus en plus chez moi, plus je les double. Après, il y en a une particulièrement qui pour moi est au summum de son art et qui est pour moi comme une sœur jumelle, c'est Terry Hatcher. C'est une vraie rencontre pour moi parce que j'ai l'impression, et je veux pas que vous l'entendiez de manière prétentieuse, mais j'ai l'impression que si je tournais, je tournerais comme elle tourne. C'est-à-dire que quand je vois ce qu'elle joue, je me dis à chaque fois, bah oui, évidemment. Elle rentre dans une scène d'émotion. Moi, j'ai déjà fait mon parcours avec elle. C'est-à-dire, je suis complètement émotionnellement ce qu'elle est en train de faire. Donc, pour moi, tout est logique. J'ai l'impression d'être chez moi, en fait, d'être dans ma maison à moi d'acteur, enfin d'actrice en l'occurrence. Donc, pour moi, c'est vraiment une sœur jumelle. Et je rêverais de la rencontrer pour le lui dire parce que d'abord elle m'a fait beaucoup progresser. C'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. J'ai eu la chance de la doubler tout le temps. Donc je la suis depuis qu'on a le même âge, à 1 an près. Donc on est vraiment le même genre de femme en plus. Elle a eu un traumatisme que, merci, l'univers, je n'ai pas eu, mais qui est un viol pendant plusieurs années, de 5 ans à 15 ans, je crois. Elle a été violée par son oncle. Donc voilà, donc elle porte ça d'ailleurs dans son regard. Elle a quelque chose à la Marilyn Monroe dans son regard d'un peu cassé. Pourquoi cette femme me touche à ce point ? Pourquoi cette comédienne, je la comprends à ce point ? Je n'en sais absolument rien. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui ai tourné. C'est très étrange. Il y a qu'elle qui me fait cet effet-là. Et je la trouve en plus, vous allez vous dire, elle est hyper prétentieuse du coup, je la trouve géniale. Et je la trouve géniale cette comédienne. Je trouve qu'elle est incroyable, elle a un clown en elle absolument magnifique, elle fait rire. Tout d'un coup, elle switch, elle vous fait pleurer en 2 secondes. C'est une immense comédienne qui n'a pas eu la carrière qu'elle mérite. Elle aurait dû faire une carrière immense. Elle aurait dû faire partie des grandes comédiennes de cinéma. Et en fait, elle a fait partie des grandes comédiennes de série, ce qui est super. Hein. Mais bon, oui, elle a été James Bond girl, bon voilà, mais elle n'a pas fait une immense carrière en fait. Et elle méritait une carrière énorme. Elle a, je sais pas moi, elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Oui, Meryl Streep, merci. Oui. Non, mais vraiment, c'est une comédienne incroyable. J'aimerais aborder un sujet encore qui fâche. Je suis très dure à fâcher, je te préviens. Il y a un truc qui m'a vraiment énervé, mais ça vient pas de toi. La petite sirène, 89, Ariel. Tu l'incarnes, tu chantes. En 98. Oh, je sais de quoi tu vas parler. Ça va m'énerver aussi. Tu l'incarnes,
Film à chambre. Pourquoi? Alors, moi, si c'est Disney, je trouve ça très indélicat. Je vois pas l'intérêt. Enfin, je sais pas si tu as bien expliqué pour le film. Alors, tu vas peut-être expliquer, ou tu veux que j'explique comme tu veux, Claire? Alors, je vais expliquer, et en même temps, en expliquant, je vais dire pourquoi. Super. En 89, je suis donc choisie pour interpréter Ariel. J'ai donc 23 ans. Allez, vous faites vite là, hein, j'en ai 57 aujourd'hui. Voilà, je suis toute jeune comédienne et toute jeune chanteuse. Me voilà parachutée sur cet énorme machin. Bon, très bien. J'enregistre en effet dialogue et chansons. En 98, ressort un nouveau DVD, plus exactement. Et on est confronté à des problèmes de droit. Car à l'époque où j'ai enregistré, en 89, il n'y avait pas d'abandon de droit. Entre le 89 et 98, il y a eu une grève très importante des artistes-interprètes, dont on fait partie, qui était en 94 et 95, où on a demandé ce que nous appelons des droits de suite pour empêcher de diffuser des séries à la télé pendant des plombes 10 fois, 20 fois, 100 fois, sans rien toucher. Donc on a fait une immense grève qui a duré 2 mois et demi, dans laquelle on demandait ces droits-là. Nous avons obtenu un copyright à l'image des Américains, donc on a été obligé de nous reverser un peu des pourcentages. À partir de cette date-là, on doit nous donner un petit pourcentage de ce que nous touchons quand nous enregistrons. C'est clair ce que je dis? Voilà. Donc c'est qu'un copyright. On n'a pas obtenu de droit de suite à la française, à la Beaumarchais. On a obtenu le modèle américain, ce qui était déjà pas mal, mais ce qui est vraiment très très peu par rapport à ce qu'on espérait obtenir. Donc, ils ont eu tellement peur que nous, qui avions doublé des gros Disney en amont, demandent des droits de suite qui ne faisaient pas encore partie de cette nouvelle législation du droit, et qu'on demande, là pour le coup, au nombre de DVD vendus, etc., qu'ils ont refait le doublage. D'accord? Ça, c'est la raison pour laquelle ils l'ont fait. Et après, Disney a dit que je n'étais pas chanteuse. Voilà. Donc, ils ne m'ont même pas rappelé. Donc, évidemment, j'ai enregistré, réenregistré, je n'ai pas réenregistré, ils ont repris ce que j'avais fait sur le film, et ils ont réenregistré avec une autre chanteuse. Moi, je l'ai appris après, mais c'était déjà sorti, sauf que ça a fait un tel tollé. Les gens étaient tellement habitués à entendre la version de 89, qui avait bercé leur enfance, etc., qu'il y a eu... ça a fait polémique, et que du coup, les DVD de la deuxième version a été retirés du marché. Donc je ne suis pas en colère. Voilà. Une autre question. Tu as joué avec des monstres sacrés. Waouh. Ouais. Bah, je pense à Roger Carrel. Oh oui. Je pense à Micheline Dax, Richard Darbois, entre autres. Petite appréhension, j'imagine 23 ans, être à côté de Micheline Dax, enfin, ne serait-ce que la rencontrer, je pense que le cœur doit battre à 300 à l'heure. Alors écoute, non. Non mais tu sais quoi, j'étais tellement heureuse en fait. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, au-delà du fait d'aller travailler mon émotionnel, ce qui est vraiment ma première préoccupation dans ce métier, c'est les rencontres et c'est les échanges humains. Et rencontrer des monstres sacrés. C'est vrai que Micheline, quand elle est arrivée, j'étais tellement heureuse, mon cœur il battait de joie en fait. Et puis c'était des gens, que ce soit Roger Carrel, que ce soit Micheline, que ce soit Henri Salvador, c'était des gens tellement adorables. Et moi, j'étais toute jeunette, donc ils m'ont prise un peu comme le petit bébé. Donc ils sont arrivés. Ce que je pourrais faire avec une petite poulette de 20 ans qui démarre aujourd'hui, je pourrais la prendre dans mes bras en lui disant « Allez, c'est bon, ah mais tu es la voix de... Oui, très bien, allez viens ». Et puis voilà. Et ben ils ont fait pareil avec moi. Donc en fait, j'étais dans un vrai bonheur de les rencontrer. On a échangé, Micheline, elle a déconné, elle était une grosse déconneuse, franchement. Alors elle d'abord, elle est arrivée avec sa façon de parler comme ça, et elle me dit « Ah, moi, je suis pas comédienne, je suis artiste siffleuse ». Alors
Je dis, ok, super, tiens, je te siffle un truc. Alors elle s'est mise à siffler un truc, elle sifflait monstrueusement bien. Et puis voilà, on s'est mise à déconner tout de suite. Donc moi j'avais 4 ans en fait. Donc j'avais pas peur, tu vois, j'avais 4 ans. Donc 4 ans, t'as pas peur. T'es juste content. T'as un énorme gâteau devant toi que tu vas bouffer avec toute la joie de vivre. Et voilà. Donc non, j'avais pas peur. J'étais tellement contente de rencontrer ces gens-là. Et puis Roger, moi je l'ai rencontré très vite aussi, Karel, et je l'ai dirigé très vite parce que j'ai été directrice très jeune. Et je l'aimais tellement, je le trouvais tellement formidable. Et bon, il m'appelait ma petite chouchoute. Et j'adorais diriger Roger parce que c'était un acteur merveilleux. Et il m'a donné beaucoup confiance d'ailleurs en ma possibilité de diriger des acteurs. Il m'a même un jour dit sur une pièce de théâtre, j'aimerais bien que ce soit toi qui... J'étais toute jeune, je devais avoir 29 ans, 28 ans. Il dit, j'aimerais bien que tu viennes assister et que tu sois notre assistante metteur en scène sur la pièce. Et comme ça, ce sera toi. Parce que le metteur en scène est super, mais c'est pas un très bon directeur d'acteur. Je dis, waouh, je dis, Roger là. Bon. Et voilà, donc voilà comment ça se passe aussi dans ce métier. Dernière question, puisqu'on parle du bonheur dans ce métier, ton meilleur souvenir de doublage dans l'absolu? Waouh. Alors, pas la petite sirène déjà. Meilleur souvenir. Ouais, si. Ouais, si. Même rien que d'en parler, ça me réémeut, donc je pense que c'est ça. C'est sur Desperate Housewives, c'est sur la mort de Mike. Oh là là. Je vois la scène où elle est filmée en gros plan et à l'enterrement. Nathalie Régnier, qui est notre directrice artistique sur cette série, me propose de voir en fait, le doublage est séquencé en ce qu'on appelle des boucles. Donc c'est généralement pas plus d'1 minute, c'est 50 secondes, 55 secondes, 1 minute, 1 minute 10, voilà. Et là, la séquence, elle fait, je sais pas, 8 minutes, 9 minutes. Elle est énorme, cette séquence. Et Nathalie me dit, écoute, c'est une très grande scène d'émotion, je te propose de voir les 10 boucles. Voilà, il y avait 10 boucles à voir. D'habitude, on fait boucle par boucle. Je dis, ok. Je m'installe dans le fauteuil et je regarde les 10 boucles, c'est-à-dire la séquence de presque 10 minutes, enfin 9 minutes. Je suis en larmes, je chiale comme une madeleine. Je vois 10 minutes de la série quand même. Et elle me dit, comment tu veux procéder? Est-ce que tu veux voir la première boucle? Et je lui dis, je veux aller enregistrer. Elle me dit, ok, tu veux enregistrer quoi? La première boucle? Toute. Ok. Et je me mets au micro et j'enregistre toute la séquence entière. Je pleurais tellement, de toute façon, voilà, je voyais rien, je voyais même pas la rythmo, j'arrêtais pas de m'essuyer les yeux pour voir la rythmo quand même, pour savoir ce que j'avais à dire en français, mais bon, j'étais portée par ce qu'elle avait fait, et c'est mon plus grand souvenir, on a quasiment tout gardé, et c'est mon plus grand souvenir de doublage parce que j'ai eu l'impression de faire du théâtre. J'ai eu l'impression d'être sur scène, et d'avoir travaillé le rôle en amont, d'avoir construit mon rôle, de m'être connectée à qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça va faire à l'autre, et je suis partie, et autoroute, et voilà. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez encore poser ou non pas... Moi, je voulais juste dire déjà l'émotion que c'était d'entendre la voix de Buffy à côté de soi, quand même. Alors, je suis pas habillé en petite sirène, mais je suis pas loin de la petite fille. On parlait tout à l'heure de l'épisode musical. C'est le seul que moi j'ai tout vu en français au début. Après, je suis passé à l'anglais parce qu'effectivement le décalage qu'il peut y avoir dans la traduction. Mais le seul épisode que je revois de temps en temps en français, c'est l'épisode musical. Je sais même pas pourquoi, mais de temps en temps j'ai envie, donc je le revois. J'avais juste une question en fait sur le jeu spécifique de Sarah Michelle Gellar. Est-ce que vous avez réussi qu'est-ce que vous avez réussi à déterminer de la façon dont elle joue? Parce que moi je trouve qu'elle a une très très grande palette quand même s'il y a peut-être pas la même connexion qu'avec Terry Hatcher, mais qu'est-ce que vous en avez tiré de sa manière de jouer et qui a pu vous aider vous justement à interpréter son rôle?
Moi, je trouve que chez cette comédienne, ce qui, moi, me frappe et qui m'aide à travailler dans son sens, enfin, j'essaye en tout cas, c'est ce mélange de fraîcheur et de puissance. Elle a vraiment ça en elle. Elle est depuis toute jeune, c'est-à-dire qu'elle est très fraîche, elle a quelque chose, mais même encore aujourd'hui, là je viens de la doubler dans Wolfpack, elle est incroyablement fraîche encore, elle a, je sais pas quel âge elle a, une cinquantaine d'années maintenant, peut-être, je suis peut-être un peu... Non, plus que 40, non je pense plus que... Oh non, plus que 45, oui, 45-46 ans, la bonne quarantaine, on dirait une jeune femme quoi, dans la série, c'est complètement hallucinant. Et elle a cette espèce de côté frais, disponible, présente, piquante, voilà, un petit peu acerbe par moment, et elle en a sous le pied incroyablement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on sent qu'il y a une espèce de puissance de feu derrière, c'est une force de frappe, quoi. Donc, vraiment, ce mélange chez elle est particulier et il est très inspirant quand on la double, parce que quand on arrive à cerner ça chez cette comédienne, et ben moi, du coup, j'essaye de tambouiller de la même manière, en quelque sorte, pour la rejoindre. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, malgré le fait que, bon là je suis pas fanatique de son choix sur Wolfpack, justement parce que j'ai l'impression qu'elle a été quand même tellement attachée à Buffy qu'elle se raccorde un peu à voilà, des histoires de loup-garou, machin et tout, et bon voilà, après peut-être que vous allez adorer la série, hein, mais moi je trouve qu'il y a une espèce de désir de revenir un petit peu en arrière qui est un petit peu dommage à mon sens. Je trouve que ses choix aussi sont bons parce que ça lui a permis d'évoluer dans une sphère beaucoup plus adulte et beaucoup plus mature, donc, et aussi de défendre par la femme qu'elle est et par ses engagements politiques, sociaux, parce qu'elle est très engagée, elle dans la vie, de faire des jolis choix de films. Et ça, je trouve ça super. Ouais, vraiment. J'ai répondu à ta question. Oui, merci. Marion, est-ce que tu veux les poser? Moi, je me demande si est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer soit des scénaristes ou des personnes de l'équipe de Buffy, peut-être à l'occasion de conventions ou de choses comme ça, et dont vous auriez un souvenir? Alors la seule personne que j'ai rencontrée, c'est l'acteur qui double Xander. On a fait une convention ensemble. D'ailleurs, j'ai une photo de nous deux sur mon portable, complètement improbable. Voilà, mais j'ai pas, hélas, rencontré l'équipe artistique ni l'équipe créative. Ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé justement aussi parler un petit peu de comment ça a travaillé le pool d'auteurs, comment ça s'est créé. Et parce qu'ils sont quand même très très nombreux sur cette équipe, tu le disais tout à l'heure, et c'était très intéressant d'ailleurs, et j'en ai appris beaucoup plus en vous écoutant, même si on est arrivé un peu tard, en doublant la série bien évidemment. Hein. Donc voilà, donc, du coup j'irai jeter un œil sur vos bouquins quand même, mais honnêtement, j'aurais bien aimé rencontrer l'équipe créative. Et c'est dommage, nous qui sommes acteurs et qui travaillons dans ce secteur d'activité, qu'on n'ait pas souvent l'occasion, même dans les conventions, de rencontrer nos homologues. C'est dommage, parce que ça permettrait quand même aussi de voir la genèse, voilà, qu'est-ce qui se passe entre eux, là-bas, de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ah, Bon, une et deux. Bonsoir, merci beaucoup déjà à vous cinq là, pour toute cette ambiance bien agréable et intéressante. En fait, quand je pense... Bon, moi c'est surtout Buffy dont je vais parler, désolée. Quand je pense à la palette d'émotions que peut nous offrir Sarah Michael Gellar, je me demandais si vous, en tant que comédienne de formation théâtrale, en doublant ces émotions, est-ce que justement vous vous êtes dit que vous alliez pouvoir apporter encore plus d'émotions que ce qu'elle propose? Parce que des fois c'est tellement impressionnant. Parce que quand on regarde en VO ou en VF, on peut comparer les émotions qui sont proposées par Sarah Michael Gellar et vous-même du coup. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si vous l'avez lu, mais moi j'ai lu que Sarah Michael Gellar par exemple était moins à l'aise dans les scènes où elle devait rire.
Je sais pas si c'est vrai, si c'est une légende, je ne sais pas. Mais vous, quand j'écoutais en version française, je n'avais pas cette sensation, je trouvais que c'était plus naturel et profond. Et donc, est-ce que des fois, vous vous êtes dit, je me permets, tout en respectant le travail de votre homologue, est-ce que je me permets d'apporter une couleur en plus? Parce que c'est quand même votre force en tant que comédienne de formation théâtrale. Alors déjà, merci. Parce que ta question me touche et dedans, il y a un compliment. Donc, merci infiniment. Je pense qu'on apporte quelque chose qui nous appartient. Enfin, je pense pas, j'en suis certaine. On apporte ce que l'on est. Donc, j'essaye d'apporter ce que je suis au plus juste et au plus précieux de mon art. Après, parce que je fais du théâtre, je me dis que je peux mieux faire? Non, jamais. Non, alors, mais vraiment c'est important, jamais je me pose cette question-là. Par contre, il y a des choses que peut-être je sais faire mieux que certains de mes homologues, c'est possible, et d'autres choses que je sais faire moins bien. Donc, en effet, c'est vrai, Sarah Michel Gellar a beaucoup de mal à rire. C'est, voilà, moi, ça ne me pose pas de problème. Ne me pose pas de problème non plus les scènes d'émotion. Donc, comme cette palette, si tu veux, couvre à peu près ce que Buffy a joué, et qu'en plus, je pense que j'en ai sous le pied aussi, et que le côté un petit peu guerrière m'amusait beaucoup, et que aller mettre des pieux dans les cœurs de tout le monde, ça me passionnait quand même pas mal à l'époque. Donc, ça collait. Et voilà. Mais oui, j'y amenais forcément une part de moi, et j'essayais de faire au mieux dans mon métier. Donc voilà. Mais merci. Plus de caméra. Merci, monsieur Desson. Voilà. Alors, tout d'abord, merci à tous. Et merci Claire Guyot, parce que je suis ravie de vous rencontrer. Et je voulais vous poser la question de... on en a parlé un petit peu, vous êtes vous-même directrice artistique. Et je voulais savoir si il y a eu des choix en fait sur la série Buffy que vous auriez fait différemment maintenant que vous êtes... enfin, ça fait déjà longtemps, mais en tant que directrice artistique, que vous auriez fait autrement par rapport à la manière dont on vous a dirigé. Je ne sais pas si c'était clair. C'est tout à fait clair. Oui. D'abord parce qu'on a changé de directeur artistique en cours de série, que comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'éthique, etc., quand on accepte de doubler quelque chose, on accepte aussi de travailler avec un directeur artistique, et donc on adhère à sa direction, sinon on s'en va. Donc avec cette adhésion, parfois on n'est pas d'accord, mais on doit faire ce qu'on nous demande de faire. Donc on peut un petit peu influencer. Moi j'étais quand même assez jeune sur Buffy, je commençais quand même à diriger, donc à dire certaines choses, mais ayant la double casquette déjà à l'époque, j'étais extrêmement vigilante. Je ne voulais pas que le directeur artistique se sente lésé ou soit ne met pas complètement en main en se disant elle va prendre les rênes de la direction parce qu'elle est directrice artistique. Donc ça, je fais très attention à différencier. Quand je suis comédienne et j'essaye de mettre vraiment au placard ma casquette de directrice artistique, même si c'est très difficile puisque je fais les deux. Donc à l'époque, c'était déjà ça, et j'avais senti des choses qu'on me demandait avec lesquelles j'étais pas complètement en accord. Alors parfois on peut être un petit peu habile, on peut faire oui d'accord, et puis on va un petit peu ailleurs, et puis en face ça fait oui super, c'est exactement ce que je voulais, et j'ai fait passer mon truc, puis parfois ça marche pas. Donc oui, quand je revois certaines choses, je me dis c'est dommage, là voilà, si je devais me diriger aujourd'hui, je l'aurais pas enregistré de cette manière-là. Bon. Maintenant, il faut que je la revoie, la série, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc, voilà. Mais c'est vrai, et puis on évolue aussi. C'est ça le propre de l'acteur aussi, c'est qu'il se transforme tous les jours au fur et à mesure de sa vie par rapport à notre humanité.
En fait, comme on travaille sur de l'humain, chaque jour qu'on parcourt fait un acteur différent. Donc bien évidemment maintenant, à distance, parfois je m'écoute et je fais « Oh là là, c'est pas possible, j'ai fait ça moi !» Bah oui, forcément, heureusement. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Bon, il y a la petite fille au fond derrière là qui peut poser cette question de fan. Non, en plus, c'est pas une question de fan sur Buffy que je veux poser, c'est... Pardon, excusez-moi. Allez-y. J'ai Richard Darbois, c'est pas celui qui fait la voix de Shan Yu dans Mulan par hasard? C'est possible. C'est possible. Je n'ai pas toute la carrière de Richard dans la tête, pardon. Moi, je voulais poser justement une question sur l'évolution du doublage, donc pas du tout une question de fan de Buffy, parce que avec l'apparition de toutes les séries qu'on voit américaines aujourd'hui, l'essor des plateformes qui diffusent énormément de séries, comme vous avez démarré votre carrière très tôt, je me demandais si au niveau de justement de l'évolution de la place du doublage, l'évolution de l'intérêt et de la montée aussi quand même beaucoup en qualité des séries et en production des séries, vous avez senti quand même des gros changements qui sont apparus dans les qualités d'écriture, parce que parfois c'est vrai que moi je me souviens de dessins animés enfants, on avait un peu l'impression que c'était traduit vite fait sur un coin de table et que on se dit oh de toute façon c'est pour les enfants, c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'on prend quand même aujourd'hui la série beaucoup plus au sérieux en tant que production artistique, et est-ce que du coup au niveau du doublage ça a aussi beaucoup, je sais pas, changer des choses, donner encore plus de valeur à ce que vous faites. Voilà, je me posais des questions sur ça, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où la série a pris tellement d'importance. Voilà, je me posais cette question. Il y a presque deux questions en une dans la question que tu poses. Effectivement, les séries ont pris une importance. D'ailleurs, il y a des séries beaucoup plus quali aujourd'hui que des 35, enfin des films, cinéma, beaucoup plus. Il y a des budgets énormes alloués aujourd'hui aux séries, donc en effet, ça c'est absolument vérifiable. Le doublage suit complètement cet engouement pour la série. Les moyens qui sont donnés à l'origine sur les tournages sont donnés aussi aux doubleurs, donc aux sociétés de doublage, pour que nous fassions un doublage le plus qualitatif possible. Donc ça, c'est une réalité. Après, il est vrai aussi, et ça c'est grâce au public et grâce à certains médias, il est vrai que le doublage a pris une importance, et que moi je me souviens, il y a 30 ans, quand je faisais du théâtre, quand je tournais dans un film, je ne disais pas que je faisais du doublage, car c'était extrêmement mal vu. Et les réalisateurs ne voulaient pas d'acteurs qui faisaient du doublage. Même si on faisait du théâtre, du cinéma et du doublage, si tu faisais du doublage, t'étais un mauvais acteur. Donc on te giclait, quoi. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le doublage est devenu tellement important, et ça, c'est lié vraiment à l'engouement du public, à la valorisation de la version française. Et je pense à un travail quand même assez qualitatif chez nous, parce qu'on fait quand même d'assez belles VF, faut reconnaître. Hein. Donc voilà, on est les plus gros doubleurs au monde, hein, les Français. Nous sommes les plus gros doubleurs au monde. Il n'y a pas plus gros doubleurs que les Français. Donc on a une masse de travail énorme comparativement aux autres. Le pays qui double le moins, c'est les États-Unis. Ils ne doublent pas. Voilà, rien. Quasiment rien. Ça n'existe pas. De faire du doublage aux États-Unis, ça n'existe pas. En France, on est les plus gros doubleurs. Donc du coup, c'est vrai qu'on fait des doublages de qualité, et que plus ça va, plus les doublages sont de qualité, parce que on nous demande aussi, les clients deviennent de plus en plus exigeants. Je pense aux grosses majors comme Disney, Paramount, Universal, mais aussi les chaînes, les plateformes, Netflix, Amazon, etc. Tous ces gens qui sont derrière et qui demandent de la qualité. Après, il y a le revers de la médaille, comme toujours, c'est qu'il y a beaucoup de travail par moment, et qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ce métier parce que c'est un peu une manne, et que voilà. Et du coup, il y a des doublages, c'est ni fait ni à faire. On n'y met pas du tout les moyens. Les acteurs, c'est n'importe quoi. Les directeurs artistiques, ils savent même pas ce que c'est qu'un acteur. Donc, c'est très très compliqué. Donc, il y a maintenant ce que je pourrais qualifier de double vitesse,
Il y a des formidables VF, vraiment, et il y a des VF très très mauvaises. Voilà. Mais grâce au public et grâce aux médias qui ont quand même revalorisé le doublage, les gens sont de plus en plus attentifs. Et là, comme vous le savez, je finirai peut-être par ça, sauf si vous avez une autre question à me poser, on est quand même très menacés, nous, dans notre profession, par l'arrivée de l'IA, qui est pour nous assez catastrophique, puisqu'on nous donne à peu près 5 à 7 ans de vie, hein, et qu'après on sera tous remplacés par cette machine, ce qui est probable, hein, ce qui est fort probable. Donc, et je vois dans les conventions, le public s'insurge absolument contre ça, en disant on ne peut pas se passer de vos voix. Nous, on a besoin, même si c'est pas la voix de l'original, au contraire, nous on est habitués à vous entendre, on est habitués à votre travail. Donc oui, mais voilà. Donc on espère pouvoir légiférer pour pouvoir sauver notre peau, mais c'est franchement pas promis du tout. Voilà. Donc pour les jeunes là, qui arrivent, bon, moi je suis à 7 ans de la retraite, donc je regretterais beaucoup de devoir arrêter ce métier parce que je suis remplacée par une machine, hein, clairement. Enfin, je regretterais pas, c'est même pire que ça, je trouverais ça absolument terrifiant. Mais je pense évidemment à tous les jeunes qui arrivent dans ce métier. Il y en a un dans cette salle qui est là, mes enfants qui font ce métier, tous les deux. C'est terrifiant, quoi, vraiment. C'est pas très encourageant pour la suite, en effet. Bah oui, en fait, ça fait vraiment pas une conclusion positive du tout. Non, mais non, c'est vrai, t'as raison. C'est un super métier que j'adore. Merci beaucoup Claire Guyot. Merci beaucoup à Fabien Clavel, à Marion Olité et à Marie. Ça a été vraiment une journée très riche, une après-midi passionnante. J'aurais vraiment aimé qu'on parle plus longuement de Buffy parce qu'il y avait tellement à dire. Ce serait bien qu'on fasse des Buffy Studies tous les ans, mais je suis pas sûre que ça passe au niveau de la programmation culturelle municipale. C'est dommage. Mais ça a été vraiment un moment exceptionnel. On a été plusieurs à travailler dessus. Il y a eu évidemment Sylvain qui a préparé cette rencontre avec moi. Il y a eu notre collègue Caroline tout à l'heure pour la rencontre avec Fabien. Il y a eu Julie et Alexandra qui sont deux qui travaillent dans l'ombre. Alexandra qui a fait toute la déco, la petite bouche de l'enfer sur la porte d'entrée, c'est elle. Tout ce qu'il y a derrière nous là, c'est elle. Il y a encore plein de stickers Buffy. Servez-vous, ils ont été fabriqués depuis 2 semaines. Elle a fait carburer la machine à fond. Voilà, merci à tout le monde. C'était très bien. Et bonne fin de nuit de la lecture à tous. Merci beaucoup.